Bienvenue à cette nouvelle conférence organisée dans le cadre du Printemps de l'économie avec Alternative économique. Donc je me présente, je suis Christian Chavagneux, je suis éditorialiste à alternativeéconomique.fr. Je me permets de préciser parce que maintenant, quand vous ne lisez que le magazine, vous lisez seulement un tiers de notre production. Enfin, devenu un média qui produit beaucoup en ligne. Merci d'être présent dans la salle. Et puis merci au lycée Marianne de Créteil, au lycée Passy-Saint-Honoré à Paris, au lycée Paul Verlaine à Reims, à CFA NTA de Nantes, il y a des étudiants de l'INSEC, un groupe d'étudiants d'Aix-en-Provence. Bref, comme toujours au Printemps de l'éco, il y a beaucoup de monde en ligne qui nous suit aujourd'hui. Ce soir, ou cet après-midi, un débat sur, puisqu'on est, vous savez, le thème du Printemps de l'économie, c'est l'action publique. Et donc aujourd'hui, on est sur un débat entre voilà, l'État, les entreprises. D'habitude, on nous dit il y a l'État d'un côté, les entreprises de l'autre, ou l'État et les marchés, ils sont toujours en train de se battre. Voilà, la question qu'on va se poser ce soir, c'est est-ce que c'est si vrai que ça? Est-ce qu'il faut opposer l'État aux entreprises, l'État au marché, le public au privé? D'un côté, c'est vrai que souvent, des acteurs privés nous disent « Ah oui, mais l'État est trop présent, il y a trop de fiscalité, il y a trop de règles, il y a trop de normes, et puis ça nous empêche d'être compétitifs, ça nous empêche d'être productifs. » Et puis, de l'autre côté, des gens qui nous disent « Bah oui, mais en même temps, il y a des aides aux entreprises, c'est l'équivalent de 7 points de PIB, ça fait quand même beaucoup d'argent distribué, il y a la commande publique, c'est l'équivalent de 8 points de PIB. Et puis l'État, il organise quand même les infrastructures générales, l'école, la santé, l'infrastructure technologique, tout ça qui aide nos entreprises privées à bien s'en sortir. Donc est-ce qu'elles sont plutôt des complices ou plutôt des ennemis? On va essayer d'en débattre avec trois intervenants, 2 intervenants et une intervenante, qui sont de grande qualité. Vous avez de la chance, j'étais très heureux qu'ils acceptent tous les 3. Tout au bout, là-bas, il y a Jean-Denis Combrexel. Vous avez été directeur du travail, président de la section du contentieux du Conseil d'État, directeur de cabinet d'Elisabeth Borne lorsqu'elle était première ministre, donc un grand producteur de normes publiques. Et vous avez publié Les normes à l'assaut de la démocratie chez Odile Jacob il y a quelques mois, à la fin de l'année dernière. Je vous les présente par ordre alphabétique. Juste à côté de moi, il y a Xavier Fontanet, qui est l'ancien PDG du groupe multinational Essilor. Lui aussi, il a publié, alors je donne uniquement son dernier livre, De la stratégie en entreprise aux belles lettres. Si vous êtes étudiant en école de commerce, si le commerce vous intéresse en quoi que ce soit, vous êtes obligé de regarder, de lire le livre de Xavier Fontanet. C'est une leçon magistrale de ce qu'un grand patron d'une multinationale peut faire de manière stratégique quand il veut gagner le marché américain, chinois, asiatique. Franchement, c'est moi le meilleur livre que j'ai jamais lu en termes de stratégie d'entreprise. Et puis Nadine Levrato, qui est directrice de recherche au CNRS, directrice du laboratoire Economics de Nanterre. Si vous vous intéressez à l'économie, vous ne pouvez pas passer à côté d'Economics. C'est pour nous, en tout cas, même nous, journalistes, c'est une source importante d'analyse extrêmement importante, forte, puissante. Vous avez publié, je ne vais pas faire la liste, de nombreux travaux de recherche auxquels vous avez contribué. Je vais commencer avec Jean-Denis Combrexel, avec une première question. Un haut fonctionnaire comme vous, quel regard il porte sur les entreprises privées? Vous avez beaucoup interagi avec elles, vous avez produit beaucoup de normes. Est-ce qu'au fur et à mesure de votre carrière, ce regard, il a changé? Est-ce que d'après vous, c'est une évolution qui est perceptible du côté des entreprises? Alors, effectivement, j'ai beaucoup travaillé avec les entreprises. Est-ce que le regard a changé? Je pense que, sans aller trop loin dans le temps, je pense qu'il fut un temps ce qu'on a appelé les 30 glorieuses. On avait le sentiment que on va dire l'État tirait en quelque sorte, je mets des guillemets à tirer, les entreprises qui avaient une sorte de vision de la France à travers le gaullisme, le plan, etc. Et puis je pense que maintenant, il y a à partir des années 70, il y a une nouvelle génération de fonctionnaires qui ont une vision, qui se rendent compte quand même, ce qui est essentiel, que la production de valeur dans un pays, c'est les entreprises. Et que donc, il ne s'agit pas d'être ami ou ennemi, mais c'est de dire qu'il faut que l'action publique s'inscrive dans une vision apaisée et où on se rende compte justement du rôle essentiel que jouent les entreprises, à la fois dans le positionnement du pays dans le monde entier, le positionnement économique, la position en termes de puissance, etc. Donc c'est un enjeu fort. Et donc moi, si je prends mon cas personnel, d'ailleurs on me l'a parfois reproché quand j'étais directeur général du travail, j'ai fait un rapport qui disait que
certes, le droit du travail devrait s'illustrer dans le Code du travail, dans la loi, dans des accords nationaux, mais l'essentiel était quand même dans les accords d'entreprise, parce que c'était dans les entreprises qu'on était le plus proche du terrain, le plus proche des défis économiques et sociaux. Donc il y a... Et disant cela, je suis loin d'être le seul. Je pense que la quasi-totalité de mes collègues ont cette vision positive, mais en même temps, alors c'est là qu'on verra, parce que les entreprises peuvent jouer aussi un rôle, interagissent avec l'État. C'est là qu'il y a peut-être un point à voir. Mais globalement, je dis, on n'est pas amis ou ennemis. Je dis bien, j'insiste, c'est sur le fait qu'il faut travailler ensemble au service, voilà, d'une certaine idée de notre pays et de la puissance économique. Alors en même temps, on a l'impression que les rapports entre l'État et les entreprises, entre ce que vous avez pu faire en tant que fonctionnaire et les entreprises, ça ne se passe pas toujours très très bien. Alors on ne va pas tomber dans le Musk Trump, mais de temps en temps, il y a quand même du côté des entreprises l'impression que l'État c'est vraiment le méchant, qu'il est là uniquement pour les embêter, qu'il y a une sorte d'État profond qui va vraiment bloquer toutes leurs bonnes initiatives innovantes. Et c'est comme ça que vous le recevez aussi ? Oui, alors c'est là, parce que je disais que globalement, au sein de l'État, il y avait une vision positive des entreprises. Là, pour lancer le débat, en quelque sorte, je ne suis pas sûr que ce soit réciproque. Je pense qu'il y a une sorte de vision assez péjorative de l'État. J'insiste sur le fait que je suis certes ancien haut fonctionnaire, je ne suis pas là pour dire que tout est parfait au niveau de l'État, et je suis le premier à dire qu'il y a beaucoup de réformes, il y aurait beaucoup de réformes à faire dans le fonctionnement de l'État, dans l'organisation de l'État. Donc ce que je dis, je précise ça. Mais pour autant, je pense qu'il y a une vision très, très péjorative, souvent en tout cas, je ne généralise pas, de l'État par les entreprises. Et tout ça induit des conséquences qui ne sont pas des conséquences positives nécessairement pour notre pays. Alors, je vais prendre l'exemple de ce que je dis dans le livre sur les normes à l'assaut de la démocratie. Généralement, quand on parle d'inflation normative, de surplus de normes, on pense à la production. Autrement dit, c'est ce qu'on appelle l'État profond. C'est les énarques, c'est les ministères, c'est les ministres et c'est les parlementaires qui en permanence produisent de la norme. Ce qui est vrai. Il y a une sorte d'addiction du personnel politique et administratif à la norme. Donc il faut reconnaître ça. Mais une fois qu'on a dit qu'il y avait un problème s'agissant de la production de la norme, ce qu'on oublie, c'est qu'il y a aussi une demande de normes. Une demande de normes. Et la demande de normes, elle vient de qui ? Elle vient des entreprises. C'est là le sujet, quoi, en partie. Elle vient aussi des particuliers, etc. Mais elle vient beaucoup des entreprises qui, au nom de la sécurité juridique, alors je ne dénie pas aux entreprises le souci de sécurité juridique, mais ce que j'ai constaté quand, par exemple, j'étais directeur général du travail, je prends un exemple dans le livre, il y a un moment, on veut faire une réforme concernant la présentation des documents au comité d'entreprise. À l'époque, ça s'appelait le comité d'entreprise. Et le directeur général du travail que je suis dit, on va faire 3 lignes. Et le reste, ça va être à chaque entreprise d'inventer le système qui lui paraît le plus adapté à l'entreprise. Et une partie il y a des réunions qui sont organisées, ici d'ailleurs. Et il y a un moment, mon administration est en face de chefs d'entreprise et de DRH, et on nous dit, mais vous rigolez, il est hors de question qu'on se satisfasse des 3 lignes, parce que derrière le comité d'entreprise, il y a le délit d'entrave. Donc nous, on veut que vous soyez hyper précis. Et donc à la fin du process, ce qui était au départ 3 lignes, se traduit par beaucoup de pages du Code du travail, etc. Et donc, je ne dis pas ça pour du tout mettre en cause les entreprises, je dis simplement qu'il faut qu'on ait conscience que dans ce process assez complexe d'élaboration de la norme, il n'y a pas que l'État. Il y a beaucoup les entreprises. Et alors pourquoi les entreprises sont en demande de sécurité juridique ? Je pense que les entreprises ont besoin de stabilité. Et il y a un autre acteur dont on parle peu, on parle en tout cas peut-être pas suffisamment, c'est le juge. Et donc les entreprises ont le sentiment que le juge est une sorte de facteur d'incertitude. Le juge est très puissant, il a beaucoup de pouvoir, notamment en France, et il y a un sentiment de défiance. Autrement dit, tout le problème de la norme, c'est que ça concerne l'ensemble de la société. Il y a un sentiment de défiance. Si jamais je fais une norme claire, petite,
pas très précise, ça veut dire que je m'en remets à l'appréciation de mes concurrents, je m'en remets à l'appréciation des administrations qui vont du préfet, par exemple, ou je m'en remets à l'appréciation du juge. Et ça, on n'accepte pas. On accepte de moins en moins. Et donc, comme on ne fait pas confiance, il y a ce sentiment de défiance qui irrigue, en quelque sorte, toute la société. On se protège à tort avec des normes. Et pour reprendre, après j'arrête, mais simplement pour reprendre Xavier Fontanet, l'exemple du jockey obèse qui ne peut pas gagner l'Arc de Triomphe tellement il est lourd pour son cheval. Je suis assez d'accord avec l'image du jockey obèse. La seule chose, c'est que si le jockey est obèse, ce n'est pas parce qu'il se baffe du tout seul, c'est-à-dire tout le monde lui demande de manger. C'est ça toute la difficulté, c'est qu'on est dans un système où l'ensemble des acteurs de la société demandent au jockey de manger. Et c'est là toute la difficulté du sujet. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que les gens qui sont à l'intérieur du jockey, je reprends toujours l'image, ne sont pas forcément ceux qui veulent manger le plus. C'est-à-dire qu'on est maintenant dans une génération de hauts fonctionnaires qui ne sont pas du tout dans la volonté, dans le souci d'avoir un État hyper puissant, hyper présent dans tous les coins de la société. Il y a au contraire une volonté plutôt de réduire la voilure du point de vue de l'État. Bon, donc on comprend qu'il y a un marché de la norme et que s'il y a de l'offre de la part de l'État, il y a aussi de la demande, et notamment de la demande qui vient des entreprises. Donc quand certains représentants patronaux disent qu'il y a trop de normes, il faut peut-être faire attention au fait qu'eux aussi font partie des demandeurs, des demandeurs de normes. Il y a une forme de schizophrénie des organisations professionnelles. Alors, je ne confonds pas nécessairement les organisations professionnelles avec les entreprises. Bien sûr. Mais les choses étant ce qu'elles sont, les entreprises sont censées être représentées par les organisations professionnelles. Bon, dans ce débat, dans cette incompréhension, est-ce qu'il y a des moyens d'améliorer les choses aujourd'hui, d'après vous ? Oui, moi je pense que, alors dans ce moment-là, il y a beaucoup de pessimisme compte tenu de ce qui se passe dans le monde. Alors moi je pense d'abord que justement, à partir du moment où on arrive à restaurer ce climat de confiance entre l'État et puis les entreprises, je pense qu'on a quand même des entreprises qui sont, c'est pas Xavier Fontanet qui me démentira, qui sont hyper performantes, des entreprises françaises qui sont hyper performantes. Je pense que nous, du point de vue de l'État, il y a des efforts à faire. Je pense qu'il faut qu'on ait beaucoup plus que jusqu'à présent la culture du résultat. C'est-à-dire que, mais là aussi, c'est pas uniquement l'État, c'est-à-dire arriver à ce que l'ensemble de la société comprenne que quand on veut faire une réforme, c'est pas nécessairement en changeant les lois, mais qu'on peut faire les plus belles réformes sans changer la moindre virgule d'une loi, d'un décret ou d'un arrêté. Je pense que si on arrive à ça, on aura beaucoup progressé. Et le problème, c'est que ce que je disais tout à l'heure, tout le monde considère que, on le voit en permanence dans nos journaux ou à la télévision, chaque fois qu'il y a un problème, toute la société de dire on va résoudre le problème par une nouvelle loi. Et il faut arriver à réduire justement cette tendance. C'est pas forcément facile, mais c'est absolument nécessaire. On ne peut pas continuer avec justement un système public qui pèse de trop. Alors c'est là je rejoins l'image du jockey qui pèse de trop sur la société. Après, alors je sais bien dans tout colloque il est de bon ton de parler de l'intelligence artificielle. Je pense que l'intelligence artificielle peut permettre de réduire justement le poids de l'État, de réduire le poids des procédures. Après, ce dont il faut se rendre compte, c'est là qu'il y a un sujet, c'est que si jamais je décide de faire une prime qui concerne l'ensemble des personnes qui sont au Conseil économique et social, dans le système actuel, je fais un texte très long. Si jamais je m'en remets au logarithme de l'intelligence artificielle, tout le problème est de savoir qui contrôlera les logarithmes. Donc il y a un énorme sujet qui est démocratique, qui est économique, qui est social, démocratique, qui est de savoir comment on va réformer de façon très très profonde l'administration, l'État, tout en gardant quand même des garanties démocratiques dans l'exercice de l'action publique. Merci, je ferai réagir Xavier tout à l'heure à tout ce que vous avez dit, mais là j'aimerais bien, pour l'instant on reste sur des commentaires un peu généraux, j'aimerais bien qu'on prenne un cas concret, les aides aux entreprises par exemple. Voilà, on a beaucoup d'aides aux entreprises, des dernières estimations autour de 7 points de PIB.
c'est une estimation. Pourquoi on s'aperçoit que d'un côté et de l'autre, il y a plusieurs estimations possibles de ces aides aux entreprises, Nadine? Pourquoi il y a des évaluations aussi contradictoires? Et pourquoi c'est difficile de savoir exactement ce que l'État apporte en matière d'aide uniquement aux entreprises? Oui, alors c'est une vaste question, celle des aides aux entreprises. Donc, comme vous l'avez rappelé, le chiffrage est très difficile, hein, puisqu'il n'existe pas de définition officielle de ce qu'est une aide aux entreprises. On a des définitions, en particulier une définition des aides d'État. Pourquoi? Parce que l'Europe contrôle les aides d'État aux entreprises de manière à faire en sorte que le droit de la concurrence soit respecté, qu'il n'y ait pas de biais ou d'avantages qui soient consentis par certains pays. Mais au-delà de cette définition qui est la plus restrictive, on n'a pas de définition réglementaire de ce qu'est une aide aux entreprises. Donc, on a plusieurs définitions juridiques, économiques, qui amènent ces évaluations très, très différentes. J'ai l'habitude de dire que les aides aux entreprises, c'est comme dans les manifestations. Il y a les chiffres qui sont donnés par la police et les chiffres qui sont donnés par les organisateurs. Pour les aides aux entreprises, c'est un peu la même chose, suivant le périmètre que l'on prend. Suivant le point de vue que l'on adopte, c'est très situé, eh bien on va avoir des chiffrages différents. Et d'ailleurs, quand on regarde un excellent rapport qui a été produit par des chercheurs du CLERC à Lille pour l'IRES, on s'aperçoit que si on regarde seulement les aides directes, on a un périmètre donc très serré, hein. Les aides directes, c'est l'argent frais qui est injecté dans l'économie pour les entreprises. Et qui aujourd'hui sont de plus en plus rares au regard des aides indirectes ou de la dépense fiscale, donc toutes les exonérations d'impôts, les exonérations de cotisations qui ont le désavantage de réduire les recettes de l'État, mais qui ont le très grand avantage de ne pas compter dans la dette de l'État, puisque c'est un manque à gagner. Donc tout ça pour vous dire que aujourd'hui, quand on compte les aides publiques, on a un delta très important entre 120 et 220 millions d'euros à peu près, milliards pardon, d'euros, excusez-moi, petite erreur d'unité. Et l'essentiel, ce sont les exonérations de cotisations sociales, 70 milliards d'euros par an, le crédit impôt recherche, presque 8 milliards d'euros par an, et on peut multiplier comme ça ou ajouter les milliards pour atteindre donc un total aide d'État, aide régionale, dépenses fiscales, dépenses budgétaires autour de 200 milliards. Pour vous donner un ordre de grandeur, puisqu'il y a beaucoup d'enseignants et d'élèves ici, le budget annuel de l'éducation nationale, retraite des enseignants compris, c'est 88,6 milliards. Donc, et c'est le plus gros budget de l'État. Voilà, c'est aussi un ordre de grandeur qui parle. Donc ces aides, elles augmentent, hein, au fur et à mesure que le temps passe, les aides augmentent, parce qu'on en crée de nouvelles. Il y en a 2000 aujourd'hui qui sont répertoriées en France. Et surtout, il y a une forme d'addiction des entreprises aux aides, puisque une fois qu'une aide existe, une fois qu'une aide est utilisée, la réduire et encore pire, la supprimer devient très difficile, puisque même lorsque les évaluations ne sont pas formidables, on voit bien que les aides perdurent dans le temps. Donc il y a énormément d'évaluations qui sont faites, par exemple pour le crédit impôt recherche, par France Stratégie, on pourra en reparler, qui montre que son efficacité est plutôt limitée. Néanmoins, tous les ans, on a de plus en plus de dépenses de crédit impôt recherche. On était à 4,45 milliards en 2008. On est à presque 8 milliards aujourd'hui, donc une hausse de 80%.
Entre-temps, la dépense nationale de recherche et développement n'a augmenté que de 20%. Donc voilà, mais ces aides aux entreprises, si vous voulez, font partie du quotidien des entreprises. Alors le problème, c'est qu'il y a cette forme d'addiction, d'une part, une difficulté à en mesurer l'impact, puisqu'il y a un tel empilement d'aides que, contrairement à un vaccin dont on peut mesurer l'efficacité directement, parce qu'on va avoir des individus exempts d'autres traitements, là, pour les aides aux entreprises, ce n'est pas possible de trouver un contrefactuel d'entreprise non aidée, et on a énormément de difficultés. Alors je ne veux pas dire qu'il faut supprimer toutes les aides, puisque en fait il n'y a pas de marché sans État, hein. On a besoin d'institutions pour faire fonctionner la concurrence, pour faire fonctionner les marchés, donc il y a de la coopération à établir, mais dans un souci d'une part de démocratie, d'autre part d'efficacité de la dépense publique, surtout dans des contextes où les ressources se font rares, et aussi dans un souci d'équité, parce que pour les particuliers, pour la dépense sociale, on va décider en fonction de l'efficacité réelle ou évaluée de la mesure, on va se décider de la conserver ou pas. Pour les entreprises, on sent que c'est un petit peu différent quand même. Alors, on a bien compris que c'était pas facile d'estimer parce qu'il y a plusieurs périmètres. En même temps, sur la dynamique, on est à peu près sûr que ces aides aux entreprises, toutes formes comprises, elles ont plutôt progressé. Évidemment, il y a eu la pandémie 2020, donc ça, on a encore remis un coup. Bon, on se dit que les aides sont pas seulement là pour les aider, c'est que si l'État donne autant d'argent aux entreprises, c'est parce qu'on espère en contrepartie qu'il y ait de l'activité, de la croissance, de l'innovation. Est-ce que c'est ça qui se passe en face de ces aides? Ça dépend. La question de l'évaluation des aides aux entreprises, c'est vraiment une question difficile. En économie, lorsqu'on veut évaluer l'effet, l'impact d'un traitement, hein, on utilise les mêmes modèles qu'en épidémiologie. Donc l'idéal, c'est d'avoir un groupe test des entreprises qui sont traitées et un groupe témoin des entreprises qui ne sont pas traitées, qui ne bénéficient pas de l'aide. Et ensuite, on va utiliser des modèles dits de double différence. On va regarder comment elles évoluaient avant et si c'était parallèle, et si l'arrivée du traitement fait évoluer différemment les entreprises non traitées et les entreprises traitées. Quand vous avez 2000 aides aux entreprises, il n'est plus possible de raisonner comme ça, parce qu'il y a un tel empilement de mesures qu'on ne sait pas dire si c'est les exonérations de cotisations sociales, le CIR ou je ne sais quoi, qui permet de changer la trajectoire de l'entreprise. Néanmoins, les économistes ne manquent pas de ressources. Il y a beaucoup d'évaluations qui sont faites par France Stratégie, par les laboratoires de recherche, par les chercheurs qui s'auto-saisissent de certaines questions, et donc on a énormément d'évaluations, par exemple des exonérations de cotisations sociales ou du CICE lorsqu'il les avait remplacées, qui convergeaient et qui tendaient à montrer que le nombre d'emplois créés ou maintenus grâce à ces milliards d'euros, hein, puisqu'on était là aussi sur une augmentation exponentielle, on peut dire, puisque on est à 70 milliards, je crois, aujourd'hui. Il y a 10 ans, c'était 20 milliards. Donc, une générosité qui s'explique par le fait que les salaires sont exonérés, sont de plus en plus élevés, et le taux d'exonération est aussi de plus en plus élevé. Donc, bon an, mal an, ça a tendance à augmenter. Eh bien, ces exonérations de cotisations sociales, elles semblent peu
peser comme facteur explicatif de la variation de l'emploi. Je parlais tout, et là, il y a plusieurs évaluations qui sont convergentes. Même chose pour le crédit impôt recherche, les services donc de la Commission nationale de l'évaluation des politiques d'innovation qui sont recensés par France Stratégie, service du Premier ministre, tentent à montrer que ça n'améliore pas le dépôt de brevets, ça n'améliore pas l'emploi des chercheurs. En revanche, ça augmente la dépense de recherche et développement, ce qui est normal puisque le crédit impôt recherche, c'est une proportion de cette dépense de recherche et développement. D'autres exemples, le dispositif chômage partiel, qui est une bonne idée au départ, puisqu'il s'agit de maintenir l'emploi dans les entreprises. Les résultats qui ont été obtenus montrent qu'il y a eu un fort effet d'aubaine, notamment des grandes entreprises cotées. Ce qui a bien marché, en revanche, ce sont les prêts garantis par l'État. Pendant le Covid, où là, on se prend un choc macro qui est quand même inégalé sur une très longue période. Et donc, c'est quelque chose qui a vraiment permis aux entreprises de passer le cap de la crise et des grandes difficultés qu'elles ont rencontrées, puisque tout était à l'arrêt. Ce qui apparaît de manière générale, si on veut tirer une règle un peu générale donc de ces évaluations de dispositifs, c'est que les aides peu contrôlées sont en fait moins efficaces que les aides qui sont ciblées. Ce qui s'explique par des effets d'aubaine notamment, et puis par le fait que lorsque vous autorisez une exonération d'impôt, je vais prendre le cas du crédit impôt recherche, donc vous réalisez des dépenses de R&D, ça ouvre droit à un crédit d'impôt de 30% de la dépense éligible. Dans ce cas-là, on ne sait pas ce qui va être fait de l'économie d'impôt, donc de la moindre charge fiscale qui est réalisée par l'entreprise. Elle peut s'en servir librement, puisque ça fait partie de son droit le plus strict, en termes de droit de propriété. Et donc, elle peut s'en servir pour investir, très bien, mais elle peut aussi s'en servir, comme le montrent certains rapports de l'Observatoire des multinationales, pour augmenter les dividendes qui sont versés aux actionnaires, et dans ce cas-là, c'est totalement improductif. Donc, on y reviendra, mais le contrôle de cette dépense publique par l'État ou par les collectivités locales, puisque les régions donnent beaucoup d'aides publiques également aux entreprises, devient absolument impératif parce que c'est beaucoup d'argent et qu'on n'a peut-être plus forcément les moyens de distribuer de manière aussi peu ciblée. Est-ce que j'entends de tout ce que vous dites qu'il faudrait exiger des contreparties aux entreprises? Je veux bien vous aider, mais non, si je vous fais du crédit impôt recherche pour faire des entreprises innovantes, non, allez pas donner l'argent uniquement en dividendes, en distribution de dividendes à vos actionnaires. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'il faut des contreparties? Ce serait quoi, si on avait? C'est une vieille idée, puisqu'on a un rapport du Sénat de 1999, donc... c'était au siècle dernier, qui dénonce un dispositif proliférant et incontrôlé, je cite, des aides aux entreprises, et qui proposait de dresser un état de l'ensemble des aides aux entreprises en France. Donc ça a été fait, et qui s'interrogeait sur la captation de ces aides publiques par des groupes notamment nationaux, internationaux, qui ensuite ferment des établissements, voire délocalisent une partie de leur activité. Alors, il n'existe actuellement aucun cadre normatif qui permette de faire ce genre de choses.
tout au plus quand on a une aide directe qui est consentie ou qui est accordée à une entreprise qui va réaliser un projet d'investissement, donc une aide ciblée sur un investissement particulier, ou des aides à l'implantation d'entreprises, ou des aides par la viabilisation de terrain. Là, on a une preuve matérielle de l'usage de l'aide à la fin ou aux fins qui ont été annoncées. Quand ce sont des exonérations d'impôts ou des exonérations de cotisations sociales, là, on perd tout contrôle, puisque c'est non ciblé, c'est non affecté. Une fois que c'est dans le bilan des entreprises, elles en font à peu près ce qu'elles veulent. Donc, on a des milliards d'euros qui sont mobilisés. Pendant le Covid, souvenez-vous, c'était encore pire, hein, puisque il fallait absolument sauver les entreprises, et donc des rapports parlementaires à la suite de ces aides passives, ont commencé à introduire l'idée d'une nécessaire conditionnalité des aides. Alors des contrôles existent, hein. Il y a le contrôle général économique et financier qui pourrait déjà s'assurer que les aides sont correctement utilisées, l'inspection générale des finances qui pourrait faire ce genre de choses. On a également des rapports de la Cour des comptes, mais souvent ce ne sont pas des entreprises particulières, ce sont au mieux des secteurs qui sont évalués. Mais néanmoins, donc l'idée de conditionner les aides commence à s'installer dans le paysage. La question, c'est les conditionner à quoi? Et ce qui était avancé, alors c'était avant ce tourbillon géopolitique dans lequel on est plongé, mais c'était une idée d'éco-conditionnalité des aides, puisque, souvenez-vous, il y a 6 mois, il y a 1 an, l'enjeu majeur, c'était celui de la transition écologique, et donc on a vu des rapports, des recommandations, des préconisations qui émanaient de think tanks comme le mouvement Impact France, qui commençait à promouvoir ce type d'idées. Il y a eu des réflexions parlementaires également. Et ce qui est intéressant, c'est que des entreprises elles-mêmes suggéraient de mettre en place une forme d'éco-conditionnalité, puisque le mouvement Impact France, c'est un mouvement qui réunit des entreprises et qui avait même proposé de conditionner la suppression de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, 10 milliards par an en année pleine, à la réalisation d'investissements protecteurs de l'environnement, soit de la dépollution, soit de la sobriété, soit de l'efficacité énergétique. Et ils avaient présenté ça, je me souviens parce que j'avais travaillé avec le groupe au service du ministre de l'économie, et la réponse, vous la connaissez, ça a été non. Merci beaucoup. Je vais revenir avec Xavier Fontanet sur l'ensemble du débat d'aujourd'hui, mais d'abord, évidemment, j'aimerais bien le faire réagir. Il faut d'abord que j'explique la métaphore du jockey obèse dont parlait Jean-Denis Combrexel tout à l'heure, parce que en fait, Xavier Fontanet a donné une longue interview à Tinkerview, pour ne pas le nommer, dans laquelle il dit l'entreprise France, le cheval France, n'est pas plus mauvais que les autres, c'est juste que le jockey, avec toutes les taxes, avec toutes les normes publiques, il est trop lourd. Et donc, évidemment, si vous avez un bon cheval, mais que vous mettez un jockey qui est alourdi, on peut faire que moins bien que les autres. Et moi, j'utilise un peu le livre de Jean-Denis Combrexel pour dire ouais, ok, mais peut-être que le jockey, c'est lui qui a demandé à ce qu'on le gave un petit peu. Donc, une première réaction peut-être à ce qu'a dit Jean-Denis Combrexel. Est-ce que, les entreprises, vous dites toujours, vous, les chefs d'entreprise, qu'il y a trop de normes, mais en fait, vous en demandez beaucoup. Bon, d'abord, merci beaucoup de m'inviter. Je pense que c'est très utile de discuter de tous ces sujets. Alors d'abord, je vais venir à ces 2 points, mais effectivement, État-entreprise à milieu et demi, c'est évident qu'il faut que les 2 travaillent ensemble. Je vais quand même donner une petite histoire à tout le monde. Je ne citerai pas le pays, et j'ai travaillé dans 50 pays, et dans des pays dangereux. Il y a quand même des pays dans lesquels j'étais en train de prendre des très très gros clients. Et donc un jour, j'étais suivi par une affaire qui s'appelle Kroll International,
qui m'a dit « Monsieur Fontanet, repassez pas par votre hôtel, le concurrent a pris des tueurs et ils vont vous tuer. Hein, et vous allez directement à l'aéroport, laissez vos bagages, ils sont perdus. » Et donc, voilà, j'ai vécu ça. Donc, évidemment, c'est pas moi, je pense que l'État est important. Hein. Et donc, heureusement qu'en France, quand vous faites le tour du monde, on sait qu'en France, on est un pays dans lequel un certain nombre de choses sont protégées, ce qui n'est pas le cas partout. Hein. Donc ça, c'est le premier point que je veux dire. Je vais dire ce que je pense sur la situation, mais évidemment, je suis absolument convaincu qu'il nous faut un État fort. Bon. Alors après, on va discuter sur les normes et sur les aides. Sur les aides, je tombe un tout petit peu de l'arbre sur les 7% parce que je pense que je n'ai pas souvenir que les maisons où j'ai travaillé, on a eu beaucoup d'aides. Alors j'ai eu la chance de travailler que dans une entreprise française hyper mondialisée, donc notamment Beneteau, qui était mon premier employeur. J'ai connu l'entreprise à 30 millions de francs, 5 millions d'euros, et fait aujourd'hui 2 milliards. Et donc on a connu des croissances extraordinaires sur la mondialisation. Bon, Essilor aussi, j'ai connu Essilor, qui était le premier client du BCG, mon premier employeur. Il était à 15 millions de francs de chiffre d'affaires, et l'entreprise capitalise 130 milliards aujourd'hui. Donc moi, je n'ai vécu que des entreprises françaises hyper compétitives, mais on a tout de suite pris des points de vue de mondialiser. La première mondialisation que j'ai connue, c'était Beneteau. On s'est rendu compte qu'on n'était pas capable de produire des bateaux compétitifs en France, et je me rappelle, c'était dans les années 78, et on a monté les premières usines aux États-Unis. C'était la seule façon, parce que partir de France avec toutes les charges déjà à l'époque était impossible. Et donc on a pris des commandes, et l'acompte de la commande a nous permis de payer l'usine, et c'est avec cette usine qu'on a livré les clients américains, vous voyez. Alors on avait une technologie supérieure qui nous a permis de faire ça. Donc moi je n'ai vécu que là-dedans. Et Essilor, on a commencé à monter des usines internationales. Donc moi c'était un des clients quand j'étais au BCG, donc c'est dans les, ça fait déjà, ça ne me rajeunit pas, ça fait 50 ans. On a monté des usines au Mexique, aux Philippines, parce que et en Thaïlande, parce qu'on ne pouvait plus lutter contre les concurrents japonais sans des usines françaises, c'était complètement décalé. Donc moi, je suis quelqu'un qui a toujours vécu complètement à l'international, et donc je pense que on a payé des très gros impôts en France, et sur l'idée des aides, excusez-moi, moi je tombe de l'arbre, je ne pense pas que les entreprises... Il y a beaucoup de R&D chez Essilor, et jamais vous n'avez bénéficié. Oui, mais dans tous les pays du recherche. monde, on a beaucoup d'aides aidées, mais je n'ai pas de souvenir qu'il y ait beaucoup d'aides, parce que du fait qu'on était une entreprise rentable, on a dit c'est pas pour vous. Hein. Et donc moi, je tombe de l'arbre sur les 7% d'aides, 200 milliards. Moi, personnellement, je n'en ai jamais vu la couleur. Hein. Alors, je suis mal armé pour parler dans les détails, parce que quand j'ai quitté Essilor, donc il y a déjà 12 ans, ce qui ne me rajeunit pas, l'entreprise était à 94% international. Hein. La France était 6%. Donc moi, j'ai vécu surtout... Donc j'ai surtout... là, moi, ce que je peux apporter dans cette affaire, c'est comparer ce qui se passe avec d'autres pays. Hein. Parce que ce que je peux vous dire quand même, c'est que et vous devriez faire venir beaucoup de gens qui ont des grosses sociétés. Quand vous avez, par exemple, on avait beaucoup d'usines en Europe. Bon, quand vous avez une usine Essilor, on travaille avec les mêmes machines. Hein, c'est des machines très sophistiquées qui permettent de finir les verres. Bon, comme vous avez les mêmes machines dans toute l'Europe, c'est les mêmes prix de revient. C'est exactement les mêmes temps, hein, puisque c'est la machine qui permet de faire le temps. Ben, je peux vous dire que les prix de revient en France étaient tout le temps les prix de revient les plus élevés, dans des conditions importantes. Alors, c'est là que j'ai eu l'image du jockey, parce que ce qu'il faut que tout le monde comprenne, sphère privée et sphère publique, et encore une fois, je pense qu'il faut que les deux travaillent ensemble, c'est que tous les prix de revient excessifs sont dans les prix de revient. Vous comprenez? Donc, si on a une sphère sociale trop développée, c'est dans les prix de revient. Si on a des impôts trop élevés, c'est des impôts sur les bénéfices plus élevés. Donc, une entreprise française, en général, a des marges plus petites que l'entreprise allemande, et il y a un prélèvement par l'impôt plus élevé, donc elle investit moins vite. C'est ça qui explique la désindustrialisation. Alors, si vous voulez, sur État-entreprise, je voulais faire le point suivant, Christian, si vous me permettez, c'est que je pense qu'il y a eu un énorme changement en économie qui s'est passé à la mort de Pompidou. Et donc, du temps de De Gaulle-Pompidou, l'inspirateur économique, c'était Jacques Rueff. Et Jacques Rueff disait, l'État ne doit pas dépasser 30% du PIB. Les fonctions de l'État, c'est simple, c'est des fonctions régaliennes. Il faut de la justice, de la police, une armée, affaires étrangères, des équipements, et puis éducation, on peut discuter. Et il faut rester là, et ça ne doit pas dépasser 30% du PIB.
Alors, ce qui s'est passé, c'est que Giscard d'Estaing, parce qu'à l'époque, j'étais jeune étudiant à MIT, s'était entiché de Lionel Stoléru, vous connaissez sûrement, Bien sûr. qui était un brillant garçon décédé, paix à son âme. Et Stoléru était parti à Stanford et a fait un livre remarquable qui s'appelle L'équilibre et la croissance économique. C'était en fait Keynes. C'était l'idée de mettre Keynes en place. Et Giscard, voulant se démarquer de De Gaulle et de Pompidou, a mis Stoléru et Keynes en place. Et qu'est-ce que dit Keynes? C'est que l'économie de marché est imparfaite. Il faut que l'État participe et que les dépenses de l'État stimulent l'économie avec le multiplicateur de Keynes plus grand que 1. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, droite et gauche, parce que Mitterrand était ravi d'utiliser cet argument de Keynes pour justifier, il est sûr que l'État a commencé à changer de périmètre quand le président de la République fait une retraite à 60 ans alors qu'elle était à 65, c'est l'État qui rentre dans le social. Bon. Quand ensuite Martine Aubry dit qu'il faut passer à 35 heures parce qu'en ayant du temps libre, on donne du boulot aux autres, c'est encore une fois l'État qui rentre dans le domaine social. Et donc, la sphère sociale a gonflé au point qu'aujourd'hui, l'État représente 58% du PIB, donc la sphère privée 42%. Non. Attendez, on va aller jusqu'au bout. Hein, parce que, non, je ne suis pas d'accord. Alors, on va s'entendre sur ce truc-là. Il ne faut pas me couper en disant non. Elle est montée au-dessus de 58 pendant le Covid. Donc, on va dire 57 aujourd'hui. Et elle est faite de 25% de régalien et de 32% de social. C'est là que j'ai monté l'histoire du jockey, parce que dans tous les prix de revient, on se rend compte que c'est un vrai sujet. Et il faut que la sphère publique comprenne qu'elle fait équipe avec l'entreprise cheval et que c'est une compétitivité globale, publique-privée, qui compte. Et pourquoi est-ce que le pays se désindustrialise? Parce qu'évidemment, quand vous êtes dans le service, une sphère publique trop élevée, c'est pas grave, parce que le concurrent, c'est le restaurant d'en face. Vous avez tous des sphères publiques aussi lourdes. Quand vous luttez contre des Allemands pour vendre en Espagne, alors que les Allemands ont une sphère publique plus légère, votre prix de revient est abîmé à même productivité. C'est ça qui explique. Alors après, qu'est-ce qui se passe? Quand vous perdez l'industrie, évidemment, les balances commerciales se dézinguent. Comme on est en euros, on n'a pas pu dévaluer, parce que normalement, il fallait dévaluer. C'est la dette qui monte, les dépenses publiques commencent à monter, et on est dans un cycle absolument infernal. Et donc, on a de quoi faire peur de ça pas aujourd'hui. Et donc, moi, c'est ma conviction. Alors, je pense que c'est tout à fait rattrapable. Hein. Si vous me donnez, je vous expliquerai comment, à mon avis, je suggérerais. Mais il faut comprendre que... alors, évidemment, les normes sont trop élevées. Je suis tout à fait d'accord que c'est probablement un travail à faire entre entreprises. Je pense aussi les syndicats. C'est les syndicats patronaux, mais il faut que tout le monde soit conscient que la sphère publique, elle est en concurrence avec les sphères publiques étrangères. Hein. Alors moi, je peux vous dire, j'ai vu du pays, et je peux vous dire, là où c'est plus facile de travailler, c'est beaucoup plus difficile de travailler ici que de travailler dans d'autres pays. Hein. Et là, moi, je peux dire, là, j'ai l'expérience et je peux vous en parler. Hein. En même temps, voilà mon point. On a une protection sociale plus importante. On prélève plus, mais en même temps, on a une meilleure qualité de protection sociale en France. Alors, on va regarder, si vous voulez. Pour moi, le signe de paix, merci de me poser. Du temps à la mort de Pompidou, France et Suisse avaient exactement les mêmes PIB par tête. Ils avaient la même dépense publique qui était à 30%. Ils avaient une dette à 30%. Aujourd'hui, la Suisse a un salaire, une PIB par tête moyenne de 90 000 euros. La France est à 42, ça fait 2,5. Et vous savez à combien est le SMIC à Genève? 5 000 euros. Hein. Donc, on s'est fait coller une différence de croissance absolument colossale sur 50 ans. Alors, chaque année, ça fait 4,5% par an. Hein, mais sur 50 ans, ça fait 2,5. Donc, quand vous dites que la sphère sociale française est meilleure, je dis non. Les Suisses, ils vivent beaucoup, beaucoup mieux que nous. Parce qu'en France, si vous voulez, on a mis un système dans lequel le jockey est tellement rentré dans le coup. Et quand il est dans le coup, il ne peut pas s'empêcher de faire des normes, évidemment. Et à ce moment-là, que ça freine le cheval. Et sur 50 ans, on s'est pris un écart de 1 à 2,5. Et je m'excuse, mais on vit beaucoup mieux en Suisse. Et la sphère sociale en Suisse est beaucoup plus efficace que la nôtre. Et donc, il faut qu'on se pose des vrais problèmes d'efficacité. Voilà le message que je peux vous passer maintenant. Je suis un vieux schnock, j'ai 76 berges, je suis retraité. Alors, je travaille, je fais 35 heures tous les jours. Hein, mais je suis... je suis plus dans le coup finalement. Hein, mais simplement, je continue à beaucoup voyager et je vais dire quand même que allez faire des petits tours en dehors, vous verrez que les Français vivent mal.
Moi, je suis frappé, voyageant beaucoup, du nombre de gens qui souffrent. J'ai la chance de voir des trucs en province, donc je vais beaucoup en Bretagne. Moi, je vois tous les gens qui souffrent, c'est absolument affolant. Alors dire que la sphère sociale protège, je ne dis pas du tout. Il y a un vrai sujet, et pour moi, c'est qu'on a cassé la croissance. On croyait que le multiplicateur keynésien accélérait l'économie, on a en fait cassé la croissance, et il faut faire maigrir le jockey, et ça, il faut le faire ensemble. Hein. Je suis tout à fait d'accord que toutes les histoires de normes, c'est évidemment un accord entre entreprises et évidemment. Donc là, il y a un travail commun, et je vois très bien, en grand fonctionnaire, on se comprend très bien. On se comprend, on a tous travaillé, on aime le pays, donc je suis absolument sûr qu'on s'entend. Et donc merci de faire ces réunions, parce que ça permet d'exprimer, de rapprocher, j'espère, les points de vue. Quel est le pays où ça marche le mieux? Alors, si vous voulez, pour moi, il y a des tas de pays. Si vous voulez, pour moi, évidemment, le Canada marche très bien. Je pourrais parler. Je pense que la Suisse, c'est le pays qui a trouvé la meilleure harmonie entre l'entreprise et l'État. Alors surtout, c'est que l'État suisse n'est pas du tout comme l'État français. L'État suisse, vous savez qu'il s'est constitué par des cantons. Alors un canton, en gros, c'est un demi-département qui se sont passés entre eux des accords de défense, et donc ils ont construit la Suisse avec 24 cantons. Et je trouve que le canton est une unité humaine, économique, géographique, d'emploi absolument admirable. Et donc l'État suisse, ils ont coupé en trois morceaux. Il y a tout ce qui concerne la ville, tout ce qui concerne le canton et tout ce qui concerne l'État. Alors l'État, c'est très simple, il s'occupe essentiellement d'armée, d'affaires étrangères, bon, etc. Après, le gros de l'administration est géré au niveau des cantons, et chaque canton a sa constitution. Et puis après, les cantons et les villes se sont partagés des responsabilités. Vous voyez, par exemple, la dernière fois que j'étais en Suisse, c'était très marrant, j'étais dans une ville et il y a eu des accidents épouvantables avec des chiens. Et donc, en fait, la ville avait dit, on va faire un référendum sur les chiens. Donc ça concernait que la ville, Versoix. Et ils ont fait une étude, je vous assure, le dossier était génial, et le résultat de l'étude, c'est finalement, on va faire une visite médicale aux propriétaires de chiens. Parce qu'ils se sont rendus compte que ce n'étaient pas les chiens qui étaient dangereux, c'est les propriétaires. Vous voyez, et c'est absolument génial. Imaginez ce truc-là en France. Et là, au niveau de la ville de Versoix, et alors qu'est-ce qui se passe? Les communes d'à côté disent, tiens, Versoix fait ça, si la législation est bonne, on va la prendre. Et donc, par horizontale, les choses vont jouer. Et le Parlement ne s'occupe pas des chiens. C'est à la ville de s'occuper. Vous voyez. Et donc, je trouve que la Suisse, ils ont trouvé un équilibre entre ce qui est fédéral, ce qui est continental, ce qui est cantonal et ce qui est local absolument idéal. Donc, moi, je considère qu'il faut faire un copier-coller sur la Suisse, si c'est possible. Hein. Alors, on part du petit au plus gros. Là, je voudrais plutôt vous interroger sur les autorités de la concurrence, sur l'antitrust. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça joue un rôle important, intéressant ou pas? Je suis totalement pour les autorités de la concurrence. Je pense que, dans le rôle de l'État, si vous voulez, quand je parle d'un État régalien, il faut évidemment une police qui assure la liberté. Et je pense que je suis absolument pour les autorités de la concurrence. Alors, il faut savoir qu'il faut faire bien attention, parce que vous avez les monopoles et les monopsones. Hein. Il peut y avoir des distributeurs trop puissants. Hein. Je ne vais pas citer de nom, mais il est évident qu'on arrive dans certaines régions, il y a des distributeurs beaucoup trop puissants qu'il faut casser, parce qu'ils font du mal. Et donc les Américains, d'ailleurs, ont des règles extraordinaires, le Robinson Act, dans lequel on limite la puissance de l'acheteur. Il y a d'autres cas où c'est le producteur qui est trop puissant, il faut évidemment le casser. Mais je demande de faire très attention, parce qu'on a une grande différence maintenant entre tous les pays, notamment les Japonais. Les Japonais et les Américains n'ont pas les mêmes conceptions de la concurrence que les Européens. Les Européens ont une tendance à favoriser le consommateur. Et donc, si vous avez un leader européen, on va le casser pour baisser les prix. Alors que les Japonais et les Américains pensent mondial, et donc la définition, ce n'est pas la définition du continent ou du pays, c'est définition mondiale. D'accord ? Et par contre, au niveau local, les parts de marché se mesurent à un très fin. Et à mon avis, les histoires d'antitrust, ce n'est pas au niveau du pays, ce n'est pas au niveau du région, je dirais que c'est au niveau de la ville. J'ai un bon ami qui est propriétaire d'une très grosse chaîne, d'un très gros distributeur en Bretagne, et il a dû changer ses enfants de classe parce que les gosses de paysans disaient « ton papa a tué le nôtre ». Vous voyez ? Et évidemment, c'était les rapports de force producteurs-distributeurs, et donc il y avait des suicides de paysans. Et à l'école, les gosses disaient
attention, ton papa, tu es le mien. Oui. Donc je veux dire que les concurrents, c'est un sujet très, très, très important. Il faut distinguer complètement tout ce qui est production et ce qui est distribution. Ce n'est pas les mêmes territoires, mais je suis fondamentalement pour un système d'autorité de la concurrence. Et c'est une très grande noblesse de l'État de jouer ça. Moi, je suis tout à fait sans problème. On vous a bien compris, une bonne concurrence, des entreprises qui poursuivent leur intérêt, leur stratégie, pas trop d'état social. D'après vous, tout ça, c'est ce qui permet d'arriver au bien commun pour l'ensemble de la France? Oui, alors merci beaucoup de me poser la question, parce que bon, vous avez compris, je suis retraité, donc j'ai eu une vie heureuse de patron de très grandes entreprises mondiales qui a très bien marché, donc ça m'a ouvert tous les pays du monde. Je suis très à l'aise au Japon, en Corée, en Chine et en Inde. Ça, c'est vraiment l'entreprise. Ça m'a permis de rencontrer des gens absolument extraordinaires. Et donc, ils m'ont posé la question de l'intérêt général. Hein. Et alors, évidemment, moi, je suis à fond pour la concurrence. Mais on me dit, mais attendez, Xavier, faire reposer une société sur la concurrence, c'est la loi du plus fort. Bon. Je pense aussi qu'il faut défendre son intérêt. Hein. Et tout le monde me dit, mais Xavier, défendre son intérêt particulier, c'est l'égoïsme. Donc on ne peut pas faire reposer une société sur la loi du plus fort et sur l'égoïsme. Mais alors je vais prendre l'exemple de grandes entreprises comme celle que je connais. Si une entreprise comme Essilor a pu se développer, c'est qu'on perd pratiquement jamais de clients. Bon. Et nos équipes de vente passent leur temps à se développer. Et quand vous prenez les grandes boîtes mondiales, quand vous regardez bien ce qui se passe, c'est des gens qui ont des grandes fidélités de clients. Hein, et de fournisseurs. C'est ça qui caractérise une boîte mondiale, c'est la fidélité des clients. Et donc, les clients et les fournisseurs ne sont pas idiots. Parce que comme il y a une concurrence, ils peuvent tout le temps changer. Hein. Donc, quand vous rajoutez la fidélité à la concurrence et à l'intérêt particulier, ben, on atteint finalement pratiquement l'intérêt général. Parce que si un client, je vais parler des Essilor, des progressifs, c'est un produit cher, le progressif. Hein, mais le progressif, ça change la vie, hein, complètement. Bon. Et bien, si, malgré ce produit qui est cher, cette personne intelligente continue toute sa vie à acheter à Essilor, si Essilor lui vend, c'est qu'il a son intérêt, ben c'est que chacun trouve son intérêt. Donc finalement, la concurrence, l'intérêt particulier et la fidélité fait converger l'économie de marché vers le bien commun. Voilà. Donc je trouve ça tellement beau que j'ai envie de pleurer. Nadine Levrato, vous avez, qu'est-ce que ça vous inspire, le modèle Fontanet, j'ai envie de dire? Bien, on a l'exemple à suivre, qu'il n'y ait que des Suisses en Europe. Donc, je ne sais pas si c'est possible, parce que déjà, quand il a été question de la comparaison avec l'Allemagne sur l'industrie, justement, je crois que vous avez écrit là-dessus d'ailleurs, on ne peut pas comparer ou transposer des modèles comme ça, puisqu'il y a un tissu productif, des structures et des règles aussi qui sont très différentes d'un pays à l'autre. Et donc les relations entre les deux macro-agents que sont l'État et les entreprises sont très influencées par les institutions, par la nature du droit, par les règles formelles et informelles. Donc il n'y a pas un bon modèle, je crois. La question, c'est avoir un équilibre, un satisfying qui permette de fonctionner. Mais je ne crois pas qu'il y ait un seul modèle de type de relation entre les trois macro-agents majeurs. Jean-Denis Combrexel, une petite réaction à tout ce que vous avez entendu? Moi, je vais vous raconter une anecdote concernant la Suisse. Donc, il y a un moment, il y a une émission avec David Pujadas. Et il y a François Bayrou, on est, je sais pas, dans les années 2006 à peu près, qui sort le Code du travail français. Et il dit, le Code du travail français, c'est 3000 pages, c'est 10% de taux de chômage. Et 5 secondes après, il sort le Code du travail suisse, 300 pages, et il dit, à l'époque, je ne sais plus, 2% de chômage. Donc Pujadas est content, tout le monde est content. Et il se trouve que peu de temps après, je suis directeur général du travail, et à Bâle-Mulhouse, alors je ne sais pas si ça existe encore, il y avait une énorme entreprise qui était très rentable, il y avait à peu près 5500 salariés de haut niveau, qui privatisaient des avions. Privatisaient des avions. C'est-à-dire les oligarques russes, etc., qui avaient les moyens, ils faisaient en sorte que l'A320 ou le Boeing
était à eux, était privatisé, quoi. C'était une activité peut-être bizarre, mais qui était très, très rentable et qui avait 5500 salariés. Donc moi, mon job, en quelque sorte, de directeur général du travail, c'était de faire en sorte, comme Balmulhouse, c'est comme son nom l'indique, c'est à cheval, c'est que ça reste sur le territoire français. Et moi, j'étais traumatisé, si j'ose dire, par ce qu'avait fait François Bayrou, parce que je me disais, si on fait la concurrence entre le droit du travail français et le droit du travail suisse, moi, avec mon code de 3000 pages, je ne fais pas le poids. Et je rencontre mon homologue suisse. Et à ce moment-là, je me rends compte que, c'est ce qu'a dit Xavier Fontanet, en fait, c'est pas si simple que ça, et que finalement, mon homologue suisse, certes, il avait le code du travail fédéral suisse, mais il y avait le canton, il y avait la ville, et que finalement, lui aussi, il avait à gérer pas mal de normes. Autrement dit, et moi, là où je suis d'accord avec Xavier Fontanet, c'est que quand je vais en Suisse, je suis catastrophé. Au sens que quand je compare le SMIC suisse et le SMIC français, ça peut que m'interpeller, parce qu'effectivement, le modèle économique suisse a été beaucoup plus performant que le modèle français. La seule question que je pose, c'est de savoir si l'explication... Alors certes, il y a sans doute une explication en termes de poids de la législation, du poids du secteur public, mais est-ce que c'est que ça? Autrement dit, est-ce que le fait que la Suisse soit beaucoup plus développée, est-ce que c'est uniquement, pour reprendre l'image du jockey, est-ce que c'est uniquement parce que le jockey suisse est plus léger que le jockey français? Moi, je le dis sans aucune... C'est pas une volonté de provocation de défendre l'État ni rien, mais c'est une question. Autrement dit, est-ce que les entreprises... Alors, il y a des entreprises, je ne reviens pas sur Essilor, etc. Il y a des entreprises françaises qui sont très, très performantes, mais est-ce que le rapport qui existe entre les entreprises et l'État en Suisse est le même que les rapports qui existent entre les entreprises françaises et l'État? C'est une question. Est-ce que ça explique... Christian, faites un séminaire, faites venir des Suisses. Voilà. Moi, je vous assure. Il se trouve qu'ici, j'ai connu la réforme Schwarz, la réforme Schröder, qui pour moi était une réforme Schröder qui était absolument extraordinaire. Et en fait, je sais que j'ai invité ici, avec la commission franco-allemande, on a invité Hartz, qui est venu ici passer une journée, et on a demandé à Hartz de raconter toute la réforme Schröder. C'était absolument passionnant, la salle était remplie comme aujourd'hui. Et donc, faites venir des Suisses. Moi, je crois que le truc, c'est vous les faites venir. Ils sont très fiers de parler d'eux. Alors d'abord, ils se culpabilisent beaucoup parce qu'on dit les Suisses, c'est l'argent, la banque. C'est pas vrai du tout. Les Suisses, c'est le pays dans lequel l'industrie a la plus grosse part de marché. Et la banque suisse, en fait, c'est pas plus qu'en Angleterre, un peu plus qu'en France. Donc la fortune de la Suisse, c'est absolument pas la finance, c'est l'industrie. Et donc ils ont besoin de venir expliquer ça parce qu'ils se sentent très coupables. Et après, je pense qu'il faut faire venir une entreprise, il faut faire venir un patron de canton, il faut faire venir peut-être un membre de gouvernement, par exemple fédéral, et faire une journée autour de ça, et faire venir les Français qui discutent entre eux. Je vous assure, moi je peux vous aider à les faire venir, si vous voulez, mais je pense qu'en fait, il faut voir les gens. Si vous voulez. Et la chance que j'ai eue, moi, en voyageant, c'est qu'on a discuté avec tout le monde, quoi. Donc on voit comment ils vivent. J'ai vécu aussi au Japon, vous voyez, où le Japon aussi est un pays absolument extraordinaire. Le Japon, le truc à apprendre, c'est l'ikigai, c'est-à-dire que c'est toute la question d'égalité. En France, on est l'égalité et on confond égalité de droit et égalité de fait. Et ensuite, au Japon, ils ont la notion de l'ikigai, c'est-à-dire qu'un ouvrier, qui va faire un crayon comme ça, parfait, il a un statut plus élevé que le PDG d'une grosse boîte, qui sabote sa boîte, vous voyez. C'est pas l'égalité, c'est la dignité. Et donc, c'est un pays qui tient sur la dignité, pas sur l'égalité. Alors ça, c'est encore un truc absolument extraordinaire. Et c'est un signe de consensus, même avec d'énormes inégalités. Comme ce qui compte, c'est la dignité, le pays. Donc je pense que les Français, on a beaucoup de choses à apprendre. Et je sais qu'un des défauts qu'on a, si vous voyez, c'est nous, c'est différent. Alors dès qu'on donne un exemple étranger, alors là, on casse en disant « Ah oui, mais eux, ils sont différents ». Non. On est maintenant dans le monde entier. Nos enfants vont être obligés de travailler dans des boîtes avec des concurrents étrangers. Il faut absolument apprendre à faire ça. Et Christian, moi je vous conseille, il faut faire venir des Danois, les Danois très intéressants à étudier, il faut faire venir des Suisses, il faut faire venir des Singapouriens. C'est très dérangeant parce que c'est des Asiatiques, mais c'est passionnant à discuter. Et si vous voulez, moi je vous aiderai à faire venir du monde. Je connais pas mal de monde et ça ferait des séances très intéressantes. Mais je dis bien sûr, on est différents, mais il ne faut pas que ce soit une excuse
ou pour ne pas aller chercher les bonnes expériences étrangères. Bon, Voilà. j'espère que Je peux ajouter juste quelque chose. Le code des impôts, le code général des impôts, est beaucoup plus épais, et l'a toujours été, que le code du travail. On n'a jamais entendu une entreprise se plaindre de l'épaisseur du code général des impôts, pour une raison assez simple, c'est que ça permet aussi de faire de l'optimisation fiscale. Donc le poids de la norme n'est pas forcément une explication de la réussite ou de l'échec d'un pays. En tout cas, je vais demander à l'organisateur s'il a un budget pour faire venir des Singapouriens et des gens de Hong Kong pour l'année prochaine. Je ne sais pas. On vous aidera, bien sûr. Non, mais attendez, les ambassades de Singapour, du Canada sont très fiers. Et même faire venir les ambassadeurs ici qui racontent, vous verrez, c'est très intéressant. Singapour, il vous fera tout de suite. Hein. Ça, je vous le donne tout de suite. Hein. Oui. Merci beaucoup. Et on a juste duré 1 heure. Vous voyez qu'il y a des points de vue contrastés. Il vous reste à applaudir nos 3 intervenants. Merci.